Bonjour, merci de bien vouloir patienter encore quelques instants. Notre webinaire va bientôt démarrer. Bonjour, je vous propose d'attendre encore quelques secondes, le temps d'accueillir nos derniers participants et nous démarrons notre webinaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire Budget, plan stratégique, il est temps de changer d'approche. Je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier de 45 minutes et j'ai le plaisir de co-animer cette session avec Laura Papet. Laura est directrice associée mobilité au sein de PMP. Bonjour Laura. Alors Laura, on n'a pas entendu. Bonjour Laura. Eric Dupont. Eric est associé également au sein du cabinet PMP et cofondateur du cabinet. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Et donc moi-même, pour animer et interviewer nos deux experts, Julien Moreau, je suis en charge de la partie partenaire et écosystème au sein de Board. Avant de démarrer notre atelier, quelques règles pratiques et d'usage. Nous sommes en direct, donc vous allez avoir la possibilité d'adresser l'ensemble de questions que vous souhaitez à nos deux experts tout au long de la présentation. Et nous réserverons 10 à 15 minutes en fin de présentation afin d'adresser l'ensemble de ces questions. N'hésitez pas tout au long de l'atelier à poser vos questions dans la partie questions-réponses qui se trouve sur la partie droite, la fenêtre droite de chat ici à l'écran. Voilà, je vous propose de démarrer cet atelier. Peut-être une courte présentation, Eric, de la société PMP Conseil. Oui, bonjour à tous. Donc, PMP est un cabinet de conseil en stratégie et en organisation qui a une vingtaine d'années d'existence, dont je suis un des cofondateurs, qui est présent avec des bureaux à Paris, à Montréal, à Bruxelles et à Casablanca, ce qui permet de nourrir nos réflexions de ce que l'on observe et des tendances que l'on observe sur les différentes parties du monde dans lesquelles nous sommes présents. Nous accompagnons les directions financières et les directions générales sur tout d'abord leurs choix stratégiques, la définition de leurs priorités, l'évaluation de leurs activités, l'élaboration des plans stratégiques, mais aussi les directions dans l'amélioration de leur performance et plus particulièrement les directions financières dans l'accroissement de leur valeur ajoutée, à savoir travailler sur les process, les organisations, les systèmes d'information, mais aussi l'ensemble du pilotage et les cycles budgétaires. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est innovation et data pour améliorer la qualité des prévisions et la valeur ajoutée des directions financières.
Merci Eric pour cette introduction du cabinet PMP Conseil avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années maintenant, effectivement. Je vais prendre également quelques secondes le temps de présenter Board International, société qui édite une seule et unique solution de business intelligence et de pilotage de la performance, solution et plateforme intégrée qui permet vraiment de répondre à toutes les problématiques de reporting, de consolidation, de planification, de simulation. Et puis, on a la chance d'exister depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Alors, en France, c'est une société un peu plus récente, arrivée il y a 5 ans, mais on a un peu plus de 150 clients qui nous font confiance au quotidien pour adresser leurs problématiques, soit encore une fois de pilotage de la performance, soit de dashboarding, d'analyse. Toute société, tout secteur d'activité, tout type d'entreprise. La particularité de Board étant qu'on est capable d'adresser à la fois naturellement les directions financières, mais également les directions des ressources humaines, la direction des supply chain, gestion de la partie des gestions d'inventaire, de stock, de planification, de pricing. Eric propose de démarrer cet atelier. On vient de traverser une période vraiment très particulière, une crise sans précédent à la fois sur le plan économique, social et sociétal. Est-ce qu'on peut avoir déjà une petite introduction du contexte et de la situation au sein des entreprises telle que la société PMP aujourd'hui l'aperçoit, s'il te plaît? Oui, donc ça va être toujours à prendre avec un petit peu de recul, hein, parce que justement, on manque de recul et on est encore en plein dans la crise. Ce que l'on a pu observer, c'est tout d'abord des situations très contrastées entre les secteurs dans lesquels nous intervenons. C'est sûr que le secteur du tourisme et de la culture sont par exemple beaucoup plus impactés que des secteurs comme celui des télécommunications ou celui de l'assurance. Toutefois, on peut identifier quelques grandes tendances. La première tendance, ça a été au moment où cette crise s'est déclenchée, où on est basculé dans le confinement, c'était une tendance générale à des mesures de préservation des actifs des entreprises. Comment est-ce que je préserve à la fois mes ressources financières et comment est-ce que je préserve également les équipes? Ça a été véritablement des mesures préventives. Je gèle les dépenses, je gèle les investissements, je me concentre véritablement sur ce qui est strictement nécessaire à assurer la continuité de mon activité. Dans une deuxième phase, on a eu une action qui était plus une action de travail sur les forecasts. Donc, comment est-ce que je me redonne de la visibilité en travaillant sur un horizon prévisionnel plus court terme avec une fréquence plus élevée, toujours dans un optique de contrôle. Le premier réflexe, je le disais, c'est véritablement comment est-ce que je préserve mes ressources. Mon deuxième réflexe, c'est comment est-ce que je me mets en capacité de piloter à très court terme et de manière très réactive l'ensemble de ma trajectoire financière, avec une implication beaucoup plus forte aussi des opérationnels dans ce rôle de forecast. Donc, beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas en rolling forecast sont passées avec souvent les moyens du bord, hein, parfois avec de l'Excel quand elles n'étaient pas équipées avec des outils performants de scénarisation et de modélisation comme peuvent être Board. Elles ont fait ça de manière très réactive. Le troisième point, et là c'est la phase dans laquelle on sent que nos clients rentrent, et c'est là où ils nous demandent aujourd'hui de mettre le gros des efforts, c'est la repriorisation des projets et l'ajustement des objectifs de 2020. Comment est-ce que dans ma feuille de route, dans l'ensemble des décisions que j'avais prises, des projets que je souhaitais lancer, comment est-ce que je repriorise pour avoir des effets très court terme en 2020, tout en ayant la meilleure orientation des ressources. Donc, véritablement, comment est-ce que d'abord je préserve, ensuite je me mets dans cette logique de forecast, maintenant je priorise et la phase qui nous semble et sur laquelle on veut débattre avec vous aujourd'hui, en tout cas vous présenter cette approche de scénario planning, c'est la phase qui est celle de maintenant, qui est de sortir du mode réactif dans lequel on était, passer dans un mode d'anticipation, pour être capable d'identifier véritablement non seulement les risques de mon environnement, mais aussi les nouvelles opportunités qui vont arriver. Comment est-ce que je prends un coup d'avance? Comment est-ce que je change mes approches pour identifier les opportunités et capter ces opportunités?
c'est véritablement pour nous un moment clé qui va se jouer dans les mois qui viennent, car les décisions qui vont être prises aujourd'hui sont des décisions qui vont vous permettre non seulement de sécuriser votre trajectoire 2020, mais surtout de prendre un coup d'avance et de prendre des positions sur 2021 et 2022. Et pour ça, il faut, à notre sens, changer justement l'approche du budget et l'approche des plans stratégiques. C'est le bon moment puisque je pense que beaucoup d'entre vous vont se lancer dans cet exercice. Merci Eric. Alors on parle effectivement de transformation, on parle d'incertitude. Il est peu probable, je comprends d'après ce premier retour, que les entreprises conservent le même modèle de prévision pour l'avenir. Qu'est-ce que cette période a comme impact et qu'est-ce que ça va changer dans du moyen terme? Oui, donc les objectifs des dirigeants, ça va être de retravailler la trajectoire stratégique moyen et long terme, pour bien nouveau identifier les opportunités de création de valeur, et puis aussi de construire une planification court terme pour choisir en fonction des contraintes opérationnelles et budgétaires les choix tactiques que l'on va pouvoir prendre, donc à la fois l'horizon plus long terme du plan stratégique et du budget. Ce qu'on observe, c'est que historiquement, cet exercice, notamment plus particulièrement en tout cas le budgétaire, c'est un exercice qui est fait sur la base des données que maîtrise l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va regarder ces grands inducteurs d'activité, les plans d'action qui vont pouvoir faire évoluer les grandes tendances qu'elle constate, mais finalement, elle va avoir un regard qui est relativement autocentré. Certes, elle va regarder l'évolution de son marché, les éventuelles positions de ses concurrents, mais finalement, elle va rester sur des éléments qu'elle maîtrise et que ses équipes maîtrisent. On est donc pour nous sur une hypothèse qui est un peu limitante, puisque finalement, on travaille dans un mode qui est assez peu disruptif à la fois et donc qui permet de moins d'intégrer les facteurs exogènes qui risquent d'amener des ruptures sur mon activité, mais qui permettent aussi moins d'identifier des opportunités que présenteraient ces ruptures. Et donc, c'est en ce sens que pour nous, il est important d'introduire de nouvelles notions dans cet exercice de plan stratégique et dans cet exercice de budget. Il faut intégrer beaucoup plus les facteurs exogènes de l'entreprise, des facteurs financiers, réglementaires, sociaux, on reviendra tout à l'heure de manière plus détaillée, mais comment est-ce que mon environnement va interagir sur mon écosystème. Et bien évidemment, alors malheureusement aujourd'hui, on ne va pas vous donner le secret de la boule de cristal, mais il s'agit de travailler sur des futurs plausibles, pas sur des futurs probables, sur des futurs plausibles. Et de se dire finalement, dans ces futurs qui peuvent arriver, est-ce que ma stratégie, est-ce que mon budget est robuste? Est-ce que j'ai des opportunités qui pourraient arriver et comment est-ce que j'anticipe les actions et la réaction que je devrais avoir dans ces situations-là? Donc, véritablement, changer l'approche pour prendre plus les facteurs exogènes et pour sortir d'une posture qui est plus d'adaptation ou de réaction à une logique d'anticipation et de capacité à saisir les opportunités qui vont se présenter. C'est un point de vue intéressant, merci Eric. Alors, on parle de scénario planning, de plan stratégique depuis quelques instants maintenant. Quelle comparaison, comment on pourrait positionner cette notion de scénario planning par rapport à une approche qui est plus traditionnelle? Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans une approche plus traditionnelle, on part des indicateurs actuels. Donc, je vais certainement, ça va vous sembler un peu caricatural, mais je pense que c'est pas si loin de la vérité. Sur le chiffre d'affaires, on va prendre l'évolution de sa part de marché, le parc de clients qu'on peut avoir, l'évolution du panier moyen, et on va se dire que tendanciellement, voilà qu'est-ce que ça peut donner. Sur ces tendances, on va appliquer des jeux d'hypothèses. On va dire, voilà, on peut avoir un scénario optimiste où on va voir plus X%, moins X%, et on va rajouter des plans d'action qui vont être décidés par les différentes directions pour pousser telle ou telle offre, pousser tel ou tel développement. On va être véritablement sur comment est-ce que j'infléchis une trajectoire tendancielle que je maîtrise. Et une fois que j'ai pris à la fois cette tendance et ces différentes actions, comment est-ce que j'adapte mon organisation,
à ce nouvel environnement. Donc, on va véritablement introduire, c'est ce qu'on a vu quand même ces dernières années, où on a beaucoup plus de scénarisation qui se fait, ce qui permet quand même à l'entreprise d'être plus réactive. Mais cette scénarisation reste quand même un autre sens sur une vision qui est trop centrée et pas suffisamment disruptive. Et c'est en ce sens que les enseignements de la crise là nous semblent mettre en avant le besoin d'entrer dans de nouvelles logiques et notamment dans des approches plus de scénario planning. Laura, je te laisse. Effectivement, peut-être juste pour vraiment repointer ce que Eric, tu es en train d'exprimer. Effectivement, l'idée de cette méthodologie scénario planning, c'est justement de se focaliser sur ce que votre entreprise, votre organisation ne maîtrise pas aujourd'hui. Et donc, c'est en ce sens qu'on ne travaille pas sur de la probabilité, mais on travaille sur des scénarios plausibles, contrastés. Alors, de quelle façon on conduit cette approche? L'idée, c'est d'identifier quels sont les signes noirs pour vous, quels sont les éléments de votre contexte, de votre environnement contextuel qui ne sont pas maîtrisés ou qui sont mal maîtrisés, ou en tout cas pas assez ou peu pris en compte dans les réflexions stratégiques que vous pouvez conduire. Donc, la méthodologie se déroule en 3 grands temps. L'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, analyser l'environnement contextuel, donc géopolitique, économique, les modes de consommation, les habitudes de vie, le cours des matières premières, etc. etc. Dans un second temps, d'identifier au sein de cet environnement contextuel quels sont les facteurs, les inducteurs qui vont avoir un impact potentiel assez important sur votre environnement transactionnel. Et donc, par environnement transactionnel, on entend vos concurrents, vos fournisseurs, votre régulateur, vos clients finaux. Et donc, l'idée de ces scénarios, c'est de construire des trajectoires contrastées. Donc, on n'est pas dans un scénario blanc, un scénario noir et un scénario médian, ce qui est souvent l'approche classique qui est conduite, comme pouvait l'exprimer Eric, mais bien dans des scénarios contrastés qui viennent explorer différents, alors soit des tendances de fond que vous percevez déjà et pour lesquelles vous avez déjà identifié des signaux faibles, soit des ruptures potentielles qui, entre guillemets, arrivent du futur, comme la crise que nous venons de traverser. Je pense que si on se projette tous, en tout cas si on revient tous 1 an auparavant, on aurait été assez peu nombreux à mettre un facteur de probabilité important sur l'occurrence d'une crise sanitaire telle que celle qu'on a pu connaître ces derniers mois. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. Et en fait, si on fait l'exercice sur les 10, les 15, les 20 dernières années, toutes les crises qu'on a pu traverser sont des choses qui, entre guillemets, arrivent du futur puisque n'étaient pas du tout perçues, pas du tout annoncées, pas du tout prévues. Et la seule chose qu'on puisse dire sur l'avenir, c'est que potentiellement, et comme le disait Eric, on n'a pas la boule de cristal, hein, mais d'autres crises sont à venir, d'autres ruptures sont à venir. Et il s'agit ici donc d'en explorer une multitude pour être en capacité de les anticiper au mieux. Donc ces scénarios, c'est effectivement la façon dont ces inducteurs de l'environnement contextuel, la gouvernance mondiale, la situation sanitaire, les taux d'intérêt, voilà, on vous a mis quelques questions stratégiques qui peuvent se poser, l'évolution du contexte réglementaire, etc. Donc, ça, c'est des éléments à identifier avec vous, avec de l'expertise externe également. Les scénarios, c'est donc bien comment ces éléments-là viennent percuter vos concurrents, vos fournisseurs, votre régulateur, vos clients, et par effet rebond, viennent finalement vous percuter vous. Et donc, toute l'idée de cette méthode, c'est bien d'élaborer une stratégie qui soit résiliente dans chacun de ces mondes potentiels futurs. Et donc, de challenger en permanence sa stratégie vis-à-vis de chacun de ces 4 grands scénarios. Merci, Laura. Vous avez déjà accompagné un bon nombre de sociétés, et notamment dans cette période un petit peu perturbée. Quels enseignements ou quelles recommandations on pourrait donner aux participants aujourd'hui sur les bonnes pratiques ou en tout cas sur les hypothèses à prendre en compte lors de la mise en place de tel type de planification?
Laura, Effectivement, donc dans les derniers mois et puis dans les dernières années, hein, puisque c'est une méthodologie qu'on a l'habitude de conduire, en tout cas de transformer un peu, d'appliquer chez certains de nos clients, on a pu avoir des demandes qui concernaient effectivement la crise actuelle pour aider, comme le disait Eric tout à l'heure, soit à reprioriser les projets, soit à éclairer des choix stratégiques de reconstruction d'un budget à mi-année, soit d'identifier de nouveaux indicateurs de performance, etc. L'idée, c'était bien de transformer des scénarios de crise peu exploitables et voilà, construits sur une approche historique afin d'éclairer des choix d'une grande diversité d'acteurs quant à les incertitudes que cette crise fait peser et quant à leur planification ou leur replanification stratégique ou budgétaire. Ce qui est assez marquant et peut-être le retour d'expérience que je peux vous partager et qu'on a pu nous identifier chez nos clients, c'est que cette crise, elle a, en tout cas à court terme, puisque là on est encore dans du très court terme, hein, comme le disait Eric, on est encore en plein milieu de la crise et on n'en est pas du tout sorti. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que sur ces premiers mois, premières semaines, les acteurs n'ont pas été impactés de la même façon. Donc, en fonction des secteurs, on a eu des impacts très forts sur certains secteurs. Eric évoquait la culture, le tourisme, bien évidemment, puisque les frontières se sont fermées, on a eu des mesures de confinement assez drastiques. Donc, évidemment, on a des secteurs qui ont été extrêmement touchés à très court terme. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que cette crise, elle a induit des changements de comportement dans la consommation des ménages, dans la mobilité. Et donc, d'autres secteurs vont être touchés à moyen et long terme. Et donc, doivent aujourd'hui se préparer à des impacts de cette crise qui vont arriver dans les prochains mois, les prochaines semaines, voire les prochaines années. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que certains de nos clients, mais comme pas mal d'acteurs, hein, ont vu dans cette crise, en tout cas, subi des effets induits potentiellement positifs pour leur activité, avec l'accélération de la consommation de certains biens. Je pense à Decathlon, mais ce n'est pas le seul, qui ont vu leur trafic e-commerce exploser sur certains produits, puisque les ménages ont acheté des instruments pour faire du sport à la maison, etc. etc. Et donc, il y a certains acteurs qui ont vu des impacts très différents sur leur activité. Et donc, c'est bien ça l'idée de la méthode Scenario Planning, c'est d'identifier quelles sont les ruptures potentielles et quels peuvent en être les impacts négatifs comme positifs à saisir à court terme. Merci. Alors, peut-être qu'on peut revenir un petit peu, on en parle depuis tout à l'heure, sur l'approche proposée par la société et le cabinet PMP en termes de scénario planning. C'est quelque chose que vous proposez depuis déjà quelques temps. Comment ça se matérialise, Eric, peut-être? Oui, alors, tout d'abord, peut-être un petit complément à ce que Laura expliquait. Le but de la méthode n'est pas de prévoir la prochaine crise et de se dire quand une prochaine crise arrivera, comment est-ce que mon entreprise va s'adapter à cette prochaine crise. Le but de la méthode est de dire que l'environnement dans lequel vous évoluez évolue fortement, et nous, on est persuadés que cette crise est un facteur d'accélération des transformations que l'on pouvait avoir, et donc de se dire quels sont véritablement les changements de paradigme qui vont intervenir dans mon environnement et qui vont être à la fois des risques et des opportunités pour moi. Traditionnellement, dans les entreprises que l'on accompagne, on avait ces dernières années des sujets de qu'est-ce que je peux faire autour de… Je vois bien que la data, ça va exploser. Je vois que l'intelligence artificielle, ça va aussi arriver à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que ça peut changer dans mon business model? Comment est-ce que je peux me positionner sur ces champs-là? Quelque part, c'est un peu le même raisonnement, mais étendu de manière beaucoup plus large. En se disant non seulement j'ai des ruptures technologiques qui vont arriver, j'ai des ruptures sociétales qui vont m'impacter, j'ai des ruptures réglementaires qui vont m'impacter. Donc, dans mon environnement, qu'est-ce qui change? À quelle vitesse ça va changer? Et quels sont du coup les scénarios dans lesquels je vais évoluer? Et ça se fait dans un premier temps, pour revenir, Julien, à la méthode comme tu me le demandais, par un travail de diagnostic interne. Donc, c'est véritablement à la fois avec des entretiens d'exploration interne
Parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre secteur d'activité. Donc, c'est important de prendre cette matière. Mais c'est aussi essentiel de confronter cette matière et cette vision de ce qui, dans votre environnement, va vous impacter avec des visions beaucoup plus disruptives externes. Donc, on aime faire intervenir dans ce type d'intervention. Alors, je parlais sur la partie technologique. On peut faire intervenir notre data lab avec des data scientists. On peut faire intervenir des personnes qui sont plus des sociologues ou des personnes qui viennent d'autres secteurs et qui ont eu quelque part, qui ont été précurseurs dans telle ou telle tendance. Donc, on complète la vision interne par cette vision externe, ce qui apporte beaucoup de valeur à notre sens. On a aussi une veille qui est importante au sein du cabinet sur toute l'évolution de ces environnements-là. Donc, véritablement, le but, c'est de se dire qu'est-ce qui va bouger, quels sont les facteurs qui vont évoluer. Et de bien se lister, de se dire, et pas se dire, OK, bah, ça, finalement, ça risque, je ne sais pas quand ça va arriver, donc je ne le regarde pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans un deuxième temps, ensuite, de construire des scénarios. Donc, se dire l'ensemble de ces éléments qui vont m'impacter, comment est-ce que je suis capable de les mettre dans un scénario qui fait sens et du coup, dans lequel mon entreprise risque d'évoluer et dans lequel mon entreprise doit être capable de se positionner, doit être capable de saisir des opportunités. Et ensuite, dans un dernier temps, de se dire quel est l'impact, quelle est la réponse, quel va être l'impact pour moi de ces scénarios-là et surtout quelle est la réponse que moi je vais apporter. Il y a 2 ans, soit on est dans une phase très amont. Ce qui est intéressant, par exemple, dans un exercice budgétaire, c'est de se faire cet exercice en amont du budget et de se dire finalement quelles sont les grandes questions qu'il faut que je me pose dans mon budget en dehors du business as usual. Et comment est-ce que j'associe l'interne à cette réflexion-là, en tout cas les leaders de l'entreprise dans cette réflexion. On peut aussi avoir une autre approche dans un exercice budgétaire qui est, en fin d'exercice budgétaire, de faire un espèce de stress test du budget ou un stress test du plan stratégique en disant, voilà, au regard de ces scénarios-là, est-ce que mon budget, est-ce que mon plan stratégique est robuste? Donc voilà, c'est deux façons, 2 contextes de le faire, mais d'abord, vision interne, regard externe, veille, qu'est-ce qui peut disrupter véritablement, comment est-ce que je pense différemment sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, quels sont les scénarios, parce que sinon on joue à se faire peur, il y a tellement de variables qu'on ne sait pas très bien sur quoi appuyer. Quels sont les scénarios en nombre réduit, les 2-3 scénarios sur lesquels je vais jouer, et du coup, comment ces scénarios impactent et quelle est la réponse que je vais apporter. Merci Eric. Alors peut-être qu'on pourrait essayer d'étayer cela également au travers de cas pratiques que vous avez pu déjà adresser, Eric et Laura, au travers de vos expériences passées. Comment ça s'accompagne en fait cette transformation? Quel est le rôle de la donnée pour planifier au mieux, pour anticiper et s'adapter? Oui. Effectivement, peut-être juste pour compléter un tout petit peu sur ce qu'Eric était en train de dire, un point que je n'ai pas évoqué précédemment, mais effectivement, du fait que ce sont vraiment des outils de planification stratégique, des outils d'aide à la réflexion, il est important de circonscrire le nombre de scénarios à un petit nombre, c'est-à-dire qu'on n'en fait jamais plus de 3 ou 4, parce qu'il y a un enjeu quand même autour de cette démarche qui est conduite en interne au sein des entreprises, c'est à la fois, effectivement, comme l'expliquait Eric, d'avoir une vraie première phase exploratoire d'échange avec chacun des métiers, chacune des compétences en interne, d'identifier dans ce cadre-là les signes noirs, les choses qui ne sont pas perçues, pas intégrées à la réflexion stratégique aujourd'hui, de venir l'étayer, la compléter par de l'externe. Et donc, on est quand même dans une démarche aussi de transformation de l'organisation où on vient écouter, être à l'écoute de l'ensemble des métiers sur des sujets où traditionnellement la réflexion stratégique, notamment la construction des budgets, n'intègre pas forcément tous les niveaux hiérarchiques et tous les métiers d'une entreprise. Et donc ça peut aussi être, cette méthode peut aussi être utilisée pour répondre à des enjeux de transformation. C'était un petit complément que je voulais apporter. Peut-être effectivement pour te répondre, Julien, des modalités, en tout cas, une fois que les scénarios sont construits, l'idée, c'est bien d'améliorer en continu à la fois la planification stratégique, donc de challenger en continu la stratégie qu'on a pu construire et les plans d'action stratégique qu'on a construits,
mais également de continuer à suivre l'évolution de ces scénarios dans le temps, d'identifier les signaux faibles qui nous laissent penser qu'on est en train de se diriger potentiellement dans tel ou tel monde qu'on a construit. Et donc, il y a également un enjeu de faire vivre. Alors, ça ne demande pas forcément une grosse équipe, hein, c'est une activité en continu, mais qui peut être assez réduite. Mais il y a un vrai enjeu d'avoir une équipe interne qui fait de la veille et qui met à jour ces scénarios en continu pour que ces outils perdurent dans le temps et que ce ne soit pas un one-shot, un travail de construction de scénarios qui ne sert à un instant précis. Et donc, de fait, nous, ce qu'on trouve aussi intéressant pour amener ce process d'amélioration continue, c'est d'appuyer les scénarios et leur suivi sur ce qu'on appelait un cockpit data, qui permet d'aller chercher de la donnée. Eric le disait en introduction, traditionnellement, vous construisez votre stratégie et vous élaborez votre stratégie avec des données internes à l'entreprise. Là, l'idée, c'est bien d'aller chercher, d'automatiser, d'industrialiser une veille sur des données externes qui peuvent être de tout type. Là, c'est une illustration sur la question de la mobilité, hein, puisque on a des questions assez importantes qui se posent du fait de la crise. L'idée, c'est de suivre différentes données qui ne sont pas les données traditionnellement suivies, comme peuvent l'être la fréquentation, la part modale, etc. Mais de réfléchir dans un environnement un peu plus large et d'industrialiser la remontée de données externes, des données publiques. Hein. Voilà, peut-être. Bon, ça, c'est une illustration. Peut-être ce qui va être intéressant, c'est que je vous partage quelques cas clients pour vous donner des exemples concrets. Donc, on a choisi. Alors, effectivement, on a prévu d'illustrer 3 cas clients. Il y avait un cas déjà que vous souhaitiez peut-être partager, présenter. C'était dans le secteur de l'énergie. Oui, exactement. Alors, on a choisi des cas qui sont quand même assez contrastés pour vous montrer que finalement, cette méthode, elle s'adapte à des questions stratégiques assez diverses. Et qu'elle peut être mise en œuvre de façon très, très différente. Donc là, le premier exemple que je voulais vous partager, c'est une mission qu'on a conduite pour un acteur de l'énergie, il y a de ça quelques années, qui était en plein exercice de construction budgétaire, qui avait construit donc, son budget de façon un peu traditionnelle, classique, mais une des directions notamment, la direction marketing relations clients, percevaient que des ruptures assez majeures allaient subvenir dans leur contexte et avaient envie de challenger un petit peu l'exercice de construction du budget au regard de cette évolution de contexte. Et donc, nous, on est intervenu, on va dire, en plein milieu de l'exercice de construction budgétaire pour faire travailler l'équipe de la direction marketing sur des potentiels futurs et les faire questionner, challenger l'exercice budgétaire en cours de construction au regard de ces différents contextes. Et donc, ça, c'est un exercice pour vous donner un peu une idée. C'est un exercice qui a été conduit sur, alors en tout et pour tout, 1 mois entre la toute première réunion de lancement et puis la restitution finale. Mais le vrai exercice qui nous a permis de travailler avec les équipes a été un séminaire sur 1 journée où on a fait intervenir pas mal d'experts externes qu'on avait identifiés par rapport à des entretiens préalables qu'on avait pu conduire avec différentes personnes de l'équipe et où à la fin de la journée, on avait 3 trajectoires potentielles et ce qui leur a permis en fait effectivement de challenger leur budget, mais également d'identifier des offres et des services potentiels intéressants à construire. Et puis, autre output intéressant, de fédérer une équipe et différents métiers autour de la construction d'une vision pour l'année à venir. Donc voilà, donc ça c'est une première illustration. Et donc ça s'est retranscrit ensuite en plan d'action assez opérationnel pour concevoir une nouvelle offre et notamment un nouveau service. Et retravailler à la fois le budget sur l'année suivante, mais plus largement la façon dont il menait l'exercice de construction budgétaire pour les années futures. Peut-être un second merci exemple que je souhaitais vous partager qui est radicalement différent.
Donc là, la question stratégique que se posait le groupe SNCF, donc on a travaillé pour les pics de tête, la direction de la stratégie, qui animait une démarche transverse aux 3 épiques de réflexion sur la façon dont sont conduites les études de valorisation socio-éco sur les projets d'investissement dans le rail. Donc, les projets d'investissement dans le rail, c'est des projets qui sont quand même ont une durée de vie assez longue et pour lesquels il y a un vrai besoin d'intégrer et de suivre des indicateurs assez larges pour valider ou invalider une décision d'investissement. Donc, c'est une méthodologie qui est imposée par l'État, mais sur laquelle la SNCF souhaitait apporter un regard critique, puisque c'est une méthodologie qui est assez ancienne. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que cette méthodologie est en place. Et donc, la SNCF souhaitait pouvoir se forger des convictions et amener un regard critique sur cette méthode et potentiellement proposer à l'État de faire évoluer les critères utilisés. Et donc ça, c'était la question stratégique de départ. Dans ce même moment où on a pu animer cette démarche en interne et conduire cette mission, on en était sur les assises de la mobilité préalables à l'élaboration de la loi d'orientation des mobilités. Et donc, il y avait également un enjeu autre pour la SNCF qui était de se construire des convictions sur le futur, des convictions groupes, afin d'avoir une action de lobbying dans le cadre de ces assises de la mobilité. Donc, on avait un peu ce double enjeu. Et donc là, on a conduit une démarche qui a intégré des métiers des 3 épiques, donc réseau, mobilité et puis épique de tête, notamment des économistes. On a construit un groupe, alors au total, on avait environ 80 personnes qui intervenaient, mais sur les 3 séminaires, puisqu'on a fait 3 séminaires d'une journée séparée, environ de 3 semaines chacun, on avait environ entre 45 et 50 participants à chaque fois. Qui mélangeait effectivement tous les métiers. Et donc l'idée, ça a été, comme on le décrivait, d'avoir un vrai tour d'horizon des démarches internes déjà portées, de réflexion stratégique, de la façon dont les risques et les ruptures étaient intégrés au sein de cette construction stratégique, et puis d'alimenter cette réflexion par de l'expertise externe. Et donc on a construit avec ce groupe de 45-50 personnes 3 scénarios contrastés pendant 3 journées différentes avec des itérations, des jurys d'experts externes qu'on a constitués qui venaient finalement écouter les scénarios qui étaient en train d'être construits, portés par les différentes sous-équipes et puis qui venaient les challenger, les aider à améliorer, etc. en continu. Et à la fin, on a produit des outils de lobbying, certes, et puis des préconisations, en tout cas des propositions d'évolution des critères utilisés dans la valorisation socio-éco des projets d'infra. Voilà. Donc, différents outputs à cette démarche. Et donc là, vous le voyez, assez différent finalement du premier exemple que je vous présentais. Là, on a eu une mission sur presque 5 mois avec un groupe de personnes impliquées en interne beaucoup plus important et avec des outputs assez différents finalement. Merci oui, Laura. Ce qui est intéressant, comme tu le dis, Laura, c'est qu'en fonction des problématiques et des horizons de temps qu'on se fixe, on a une approche qui peut être plus ou moins lourde. Là, dans le cas de la SNCF, il y avait véritablement une volonté de réflexion collective, de vision très long terme. Donc, on est dans une approche beaucoup plus participative. On peut être dans le cas précédent où on était sur un horizon plus court terme de 1 à 2 ans et notamment de challenge du budget et il fallait dans un planning contraint qui est celui de l'exercice budgétaire être capable de challenger. On est sur un exercice beaucoup plus resserré de quelques semaines mais qui apporte véritablement une grosse valeur sur la prise du recul et sur le sens que l'on va donner à l'action. Le troisième cas, que vous voulez… Oui. Je revis ça après. Ouais, je te laisse. Non, peut-être juste le dernier cas qu'on voulait présenter, qui est encore un contexte différent, qui est un assureur qui se pose la question de la continuité de son activité dans l'assurance emprunteur. Et en fait, là, l'approche scénario planning, elle vise vraiment à se dire quelle va être l'évolution de l'environnement dans lequel je vais évoluer et du coup, mon activité d'assureur emprunteur dans cet environnement,
est-ce que j'ai les moyens de la soutenir? Est-ce que j'ai les moyens de la faire grandir? Est-ce que j'ai une place pour cette activité-là? Et donc, on est véritablement dans une optique très décisionnelle de je continue ou je ne continue pas cette activité, ou je la continue ou je l'arrête dans telle ou telle condition. Et ça, plutôt que de se dire d'être seulement sur une décision qui est le ROI actuel, la performance, la rentabilité de cette activité-là, et puis la rentabilité de cette activité telle qu'on l'a mise dans un plan stratégique, on va prendre du recul en se disant attention, l'environnement dans lequel je suis évolue, quelles sont les opportunités pour cette activité-là? Au contraire, quels sont les risques pour cette activité? Et peut-être que j'ai intérêt à redéployer mes moyens sur d'autres activités qui feront plus de sens en fonction de la réponse que je vais apporter aux scénarios plausibles dans lesquels je vais évoluer. Donc, c'est véritablement 3 cas d'intervention. On a un premier cas qui est je stress test budgétaire, qui peut se faire encore mieux en cadrage budgétaire dans un temps assez réduit. Un deuxième temps qui est beaucoup plus vision long terme dans des stratégies d'investissement. Et un troisième cas de figure qui est arbitrage sur la poursuite ou pas d'une activité en fonction de l'évolution de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche de scénario planning, non seulement elle amène à se challenger et à amener un peu de la rupture dans le mode de pensée et de se dire que finalement, tout n'est pas tendanciel, il y a des tendances fortes que l'on a tous en tête. Et on va pas, quand on vous dit il va y avoir des évolutions technologiques, le télétravail risque d'intervenir de manière plus forte, l'ouverture des frontières va jouer sur mon environnement. Tout ça, quelque part, ça peut tourner un peu, quand je vous dis ça, c'est un peu la discussion de comptoir. L'idée, c'est de se dire véritablement, OK, mais tous ces éléments-là, comment je les inscris dans des scénarios et quels vont être les impacts pour en donner une lisibilité et pour justement sortir de tous ces facteurs d'incertitude qui peuvent arriver et leur donner des sens possibles et donner du coup aussi un sens possible à la réponse que je vais apporter. De maîtriser les risques dans ces environnements-là et de saisir les opportunités. J'insiste fortement, je pense qu'on est à un moment où il faut sortir de la réaction et de la tétanisation face à un environnement incertain pour se dire quelles sont les opportunités dans lesquelles je vais arriver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une fois qu'on a fait cette réflexion-là, c'est de l'outiller dans la durée. On l'a parlé tout à l'heure dans le cockpit. C'est aussi pour ça qu'on est très heureux de faire cette conférence avec Board. C'est qu'une fois qu'on a défini ces futurs possibles, qu'on en a choisi un pour construire son scénario, on va bien évidemment être dans des logiques beaucoup plus importantes de scénarisation de sa trajectoire financière. Scénarisation qui est permis par aujourd'hui les outils tels que Board, avec la partie à la fois participative, la souplesse, la capacité à intégrer des données externes. Et je pense que ça aussi, non seulement dans le questionnement stratégique, mais dans l'outillage, on a des évolutions aujourd'hui qui nous amènent à repenser cette façon de faire le budget et cette façon de faire les plans stratégiques. Merci Laura, merci Eric. Effectivement, nous avions délibérément fait le choix de ne pas faire une présentation de la solution pour garder un peu de hauteur et puis vous donner un peu de perspective au travers de cet atelier animé par nos experts. Mais naturellement, la plateforme Board, elle vient en support et elle devient vraiment la colonne vertébrale de vos processus, à la fois pour la partie pilotage de la performance, mais également sur la partie planification, simulation et hypothèse. Donc, on sera ravis de pouvoir vous faire une présentation quand vous le souhaiterez. Ce que je vous propose peut-être, parce que je vois que le temps passe, c'est de se garder quelques minutes. Il y a une dizaine de questions. Laura et Eric, si vous voulez bien, peut-être que je vais essayer de vous relayer ces questions-là et puis on les prend en direct en fonction de qui est le plus à même pour les adresser. Alors, vous avez parlé de scénario planning. Comment intégrer cette partie scénario planning dans le processus budgétaire? Eric ou Laura? Alors oui, comme on le disait tout à l'heure, dans le processus budgétaire, ça s'intègre très bien en phase amont d'exercice budgétaire. Traditionnellement, dans un exercice budgétaire, il y a des lettres de cadrage qui arrivent aux directions, qui fixent le cadre dans lequel les directions vont devoir élaborer leur budget.
bien, avant d'élaborer ces phases de cadrage, ces lettres de cadrage, on peut tout à fait conduire cet exercice-là. C'est un exercice qui peut, par exemple, se conduire sur le mois de juillet ou sur le mois sur la fin août pour ceux qui seront en vacances début août, pour véritablement donner du sens et avoir une réflexion budgétaire beaucoup plus large et beaucoup plus stratégique. Ou alors, dans un deuxième temps, c'est Laura qui en parlait dans l'exemple, dans le cadre d'un stress test du budget, d'être capable de se dire à un moment où on a finalement plusieurs trajectoires qui apparaissent, de prendre un petit peu de recul et de se dire, OK, mais finalement, je commence à avoir plus de visibilité. Je vois en septembre ou en octobre, je commence à voir un petit peu plus comment est-ce que mon environnement va évoluer. Et je reprends un petit peu de recul pour me dire, attention, là, je vais faire un budget qui va quand même driver, même si on est beaucoup plus aujourd'hui dans l'agilité, qui va quand même driver les décisions que je vais prendre pour 2021. Est-ce que, au regard de l'évolution de ma connaissance de l'environnement et de l'impact sur mes concurrents, de l'impact sur mon organisation, est-ce qu'il faut que je fasse évoluer ces décisions? Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités qu'il faut que je fasse que j'intègre dans la feuille de route? Merci Eric. Alors, une autre question aussi, sans rentrer dans trop de détails, mais quelle est la durée nécessaire pour conduire un tel exercice en interne, d'après vous? Je réponds, Eric? Vas-y, Laura. Ok. En fait, les deux cas qu'on vous a présentés, enfin les trois cas qu'on vous a présentés illustrent bien ça. C'est-à-dire que en fonction de la question stratégique de départ, c'est une démarche qui s'adapte à des durées assez variées. En fonction de votre enjeu de transformation qui s'adosse à cette réflexion et à cette démarche potentiellement, on peut être dans des durées très longues parce que, comme on a pu le voir sur SNCF, on essaie de se projeter à assez long terme pour éclairer des choix stratégiques d'investissement actuels, mais on a besoin d'avoir une vision construite de l'ensemble des métiers de l'entreprise, etc. Ou, comme je le présentais sur l'acteur de l'énergie qu'on a pu accompagner ou sur l'acteur de l'assurance, on est dans des démarches beaucoup plus courtes qui visent à éclairer un choix de court terme ou un exercice de construction budgétaire ou un investissement, etc. Donc, tout va dépendre de la question stratégique de départ et de l'enjeu que vous placez autour de la conduite de cette démarche. Et on peut être entre 2 semaines et 6 mois. C'est très clair. Alors, on a une autre question aussi intéressante. Bonjour, la liste des indicateurs suivis pour construire les scénarios est-elle la même pour tous les clients ou est-elle adaptée en fonction du marché de chacun de vos clients? Alors, effectivement, la liste des indicateurs qu'on suit n'est pas du tout la même pour tous nos clients. L'idée, c'est de suivre des indicateurs qui permettent de suivre l'évolution des scénarios et donc d'identifier les signaux faibles. Et donc, ils vont être fonction des scénarios qu'on a construits et des ruptures ou des tendances de fond qu'on souhaite explorer dans chacun des scénarios. Et ça, c'est des choix qui vont être faits au moment de l'élaboration des scénarios. Donc, les indicateurs, on va les construire avec vous, on va vous les proposer par rapport aux scénarios que vous construisez et par rapport aux futurs plausibles que vous souhaitez explorer. Et donc, effectivement, c'est fonction des convictions qu'on arrive à se forger collectivement dans le cadre de cette démarche. Donc non, ce n'est pas un tableau de bord générique qui s'adapte à tout le monde. Ouais, je pense que c'est un point qui est important, Laura. L'apport d'un cabinet de conseil tel que PMP dans ce genre de méthode, ce n'est pas d'arriver exclusivement avec toute une vision des futurs possibles, déjà un peu préformatée, avec des grandes tendances qui auraient été observées. Certes, on a notre veille qui nous permet d'alimenter ces éléments-là et d'alimenter la réflexion, mais l'important, c'est véritablement de l'ancrer dans la réalité de l'entreprise. On n'est pas dans un exercice de style où on va se faire plaisir en se disant « oh là là, il faut que je rassure tout le monde » en se disant « je vais prendre un peu de recul par rapport aux crises qui peuvent arriver ». On est véritablement dans quelque chose qui est tourné vers l'action, la décision, la maîtrise des risques et la capacité à saisir des opportunités. Donc, il faut que ce soit ancré à la fois dans le contexte de l'entreprise, mais aussi après ancré dans les moyens de l'entreprise et dans la stratégie de l'entreprise. Je vous propose de prendre une dernière question pour respecter le timing. Un tel exercice est-il faisable sur un périmètre réduit, par exemple une équipe ou un volet de la stratégie, et sur lequel on se pose aujourd'hui une question stratégique qui serait clé? Oui, complètement. Enfin,
cette démarche, c'est pas forcément uniquement applicable à une stratégie d'entreprise globale. On peut très bien venir éclairer le choix, et c'est ce qu'on a fait pour l'acteur de l'énergie que je présentais tout à l'heure. Hein. On peut venir éclairer une question pointue sur un secteur ou alors un volet du budget qui concerne une équipe réduite. Enfin, en tout cas, l'objet des scénarios est complètement adaptable et on peut avoir un périmètre très large ou très réduit. Allez, la dernière, et puis après je vous propose d'arrêter là. Comment s'assurer de la plausibilité et de la richesse des scénarios? Alors, moi, effectivement, si j'ai un point sur lequel je voulais insister tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que cette première phase que présentait Eric de cadrage et d'entretien exploratoire à la fois interne et externe, c'est vraiment une phase dans laquelle il faut qu'on s'assure d'identifier les signes noirs pour venir les éclairer et pour venir alimenter les personnes qui vont construire les scénarios sur ces éléments du contexte qu'elles n'avaient pas peu ou mal perçus. Et donc, pour s'assurer de la richesse et de la plausibilité des scénarios, il y a vraiment besoin d'avoir un apport externe. Comme le disait Eric, nous, on va chercher chez tout un tas d'expertises, des think tanks, des chercheurs. Enfin, voilà, on a un panel très large de partenaires potentiels qu'on fait intervenir, qu'on identifie parfois de façon ad hoc, puisqu'on a un point précis qu'on souhaite creuser. Donc, on va chercher le bon expert de cette thématique-là pour qu'ils viennent challenger les scénarios. Et c'est dans ce challenge, dans cette discussion entre de l'expertise externe et les scénarios qui sont construits au fur et à mesure en interne, qu'on améliore en continu la plausibilité. Donc ça, c'est le premier point. Dans le cadre de la construction, il faut vraiment qu'il y ait cet échange et cette itération en permanence pour que finalement les zones d'ombre qu'on avait identifiées au départ, elles se réduisent progressivement dans l'esprit de ceux qui sont en train de construire les scénarios en interne. Et le deuxième élément de réponse que je pourrais apporter, c'est qu'une fois que les scénarios, en tout cas la première version des scénarios est construite, l'idée c'est bien de s'ancrer dans un processus d'amélioration continue, de veille et d'enrichissement de ces scénarios. Il faut que ces scénarios vivent sur le long terme. Et donc là aussi, il y a un besoin d'expertise externe, il y a un besoin de confronter ces scénarios à une vision des différents métiers en interne, etc. Et donc dans les acteurs dans les spécialistes du scénario planning, il y a notamment Shell hein, qui publie ces scénarios tous les ans. Ils ont vraiment eu en interne une task force qui porte ce rôle-là, anime ce processus et enrichit en continu les scénarios. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, à la fois dans la phase construction et puis ensuite dans la phase vie des scénarios, finalement, c'est des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Oui, et peut-être pour refaire le lien avec le thème de départ, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un exercice ponctuel qui va éclairer un budget, un plan stratégique, c'est un changement d'approche. C'est le début d'une approche différente au sein de l'entreprise qui doit être alimentée dans la durée et qui doit devenir un réflexe et qui doit justement rendre l'entreprise plus résiliente mais qui doit aussi rendre l'entreprise plus en capacité de saisir les opportunités. Donc, on est sur un changement de mindset. Et quelque part, nous, notre vocation au départ, c'est d'initier ce changement d'état d'esprit dans l'entreprise, de l'alimenter avec du contenu externe, de challenger l'entreprise, mais ensuite, quelque part, de leur donner les outils pour qu'ils puissent faire vivre cette réflexion dans la durée au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça, c'est en ce sens que pour nous, c'est véritablement un changement d'approche budgétaire ou un changement d'approche sur le plan stratégique, sans pour autant être quelque chose où on va dire finalement, on va tout casser. C'est un éclairage nouveau qui apporte vraiment de la valeur, qui peut s'intégrer dans les manières de travailler aujourd'hui, mais qui ajoute de la résilience et de la capacité à saisir les opportunités. Et ça nous semble critique dans la période que l'on va traverser, et ça nous semble critique dans un monde où les transformations accélèrent. Merci à tous les deux, merci Laura et Eric. Merci à tous. Je vous propose de terminer cette session. Nous avons été ravis d'animer cet atelier dédié au scénario planning et naturellement, nous resterons à votre disposition pour adresser toutes les éventuelles questions ou points que vous souhaiteriez voir. Merci, très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.